Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus ce soir donc pour la deuxième séance du deuxième cycle. Je dis deuxième parce qu'on espère bien en avoir un troisième l'année prochaine. Donc un cycle de conférences organisé par l'Association française d'archéogéographie, consacré, c'est notre fil rouge, à la question de l'évolution et de l'aménagement des paysages en lien avec la question environnementale et donc évidemment en partie dans des mesures qui restent à préciser liées à des évolutions climatiques. Et donc cette deuxième séquence de cet automne 2024, eh bien cette fois-ci, on va vous emmener dans des territoires qu'on n'a pas encore explorés dans le cycle de conférences. Ce sont des territoires eh bien soumis à un climat plutôt très sec et où se pose la question eh bien de la gestion de l'eau, de l'apport de l'eau en particulier, pour pouvoir les mettre en culture, donc via des systèmes d'irrigation. Et puis ça pose aussi des questions de l'impact de ces aménagements profonds que ça peut avoir en termes de risques hérités. Et puis derrière aussi, qu'est-ce qui se passe quand il y a des inondations? Vous savez que l'actualité en Espagne récemment eh bien, pose cette question délicate. Et donc notre intervenante ce soir que je présente va nous parler de tout ceci. Donc merci beaucoup Ricardo González Villaescusa d'avoir accepté l'invitation. Donc Ricardo, pour ceux qui ne le connaissent pas, est donc professeur, alors je le dis avec les termes de notre établissement académique, donc c'est archéologie de la Gaule et des pays du Nord-Ouest européen, ou du Nord-Ouest européen tout court, durant la période antique. Et il est également directeur de l'UMR, donc c'est une unité mixte de recherche. Ce sont des gros laboratoires de recherche en France qui associent CNRS, universités, collectivités territoriales. Une UMR qu'on appelle ARSCAN, pour Archéologie et Sciences de l'Antiquité, qui est une UMR donc, qui regroupe des archéologues, des historiens, qui est la plus grosse UMR d'archéologie de France. Et donc, voilà, en tant que directeur, il a aussi une bonne connaissance de tout ce qui se fait dans le domaine de l'archéologie, touchant donc eh bien, aux vestiges laissés par les sociétés, donc ici des sociétés, on le verra, au Maghreb, mais avec quelques contrepoints aussi dans les autres espaces de la Méditerranée, puisque Ricardo a travaillé à différents endroits de l'espace européen. Et puis donc connaissance pas seulement des vestiges de l'habitat, mais aussi de la connaissance des paysages que l'on étudie par la morphologie agraire. Ça c'est un aspect qu'on a déjà vu dans précédentes communications, en analysant les photographies aériennes, les images satellitaires, les cadastres anciens, on observe aussi tout un tas d'héritages qui marquent encore nos paysages à nous. Et donc voilà, à ce titre, Ricardo est au croisement de l'archéologie et de l'archéogéographie pour étudier l'évolution et l'histoire de nos paysages et milieux. Donc, je lui cède volontiers la parole donc, pour une conférence, vous voyez, sur les formes de l'eau qui ne dort pas. Et donc, comme l'actualité nous l'a rappelé, parfois, elle ne dort vraiment pas. Mais je ne vais pas plus loin puisqu'il nous précisera son point de vue et l'état des connaissances sur ce sujet à travers ses propres expériences de chercheur. Donc, j'espère que ce sujet vous intéressera et je compte sur vous pour le moment des échanges et des questions. Alors, Ricardo, je te passe la parole en te mettant le bon diaporama. Donc, c'était la petite page de pub habituelle sur le blog de la FAGE où vous trouverez toutes les actualités. Et l'accès à la chaîne YouTube, où vous pouvez, pour ceux qui ne le savent pas, retrouver les vidéos des précédentes conférences qui ont fait l'objet de captations vidéo que vous pouvez donc réécouter à volonté. Merci Ricardo. Merci beaucoup Marélie et merci beaucoup à Marélie en tant que vice-présidente de l'Association française d'archéogéographie et à Gérard Schucker, président de l'association aussi, à laquelle j'appartiens, et de m'avoir invité à ces cycles de conférences. Dans mon cas, cette invitation a été l'excuse pour réveiller deux dossiers qui me sont très très chers et avec le but d'échanger avec vous sur des thématiques qui sont maintenant un peu loin dans les temps, parce qu'il s'agit des dossiers. J'avais travaillé à la fin des années 90 entre 96 et 98, 19,
Et donc des dossiers qui, même s'ils ne sont pas du tout dans mon domaine chronologique de préférence, qui est l'Antiquité, sont plutôt des dossiers du Moyen-Âge, et plus précisément des dossiers du Moyen-Âge d'époque islamique, soit au Maroc, soit en Espagne. Ces deux exemples que je vais vous présenter sont de recherches sur deux aspects qui sont très importants dans des régions arides, c'est-à-dire d'une part, on peut résumer ça avec un seul mot qui est la maîtrise de l'eau, c'est-à-dire soit il faut amener l'eau, conserver et stocker l'eau pour l'irrigation le moment venu. Il faut savoir qu'en Méditerranée, il y a une sacrée contradiction entre le moment qui pousse les plantes et qui est le moment où il y a beaucoup moins de pluie. Et donc, c'est un problème. Et il faut maîtriser l'eau pour amener l'eau. Et en même temps, il faut contrôler l'eau quand il y en a trop. Et ça arrive très fréquemment. Je voulais aussi insister sur le fait que à cette époque, j'étais en pleine fièvre de l'archéogéographie, même si on l'appelait pas comme ça encore à ces moments-là. Donc, on parlait des formes des paysages, etc. Et j'ai eu la chance d'être contacté par deux chercheurs, Patrice Cassier, qui était à la maison, à la Casa de Velázquez, et à l'époque, et Miquel Barceló de l'Université Autónoma de Barcelone, pour travailler sur le paysage dans des projets, un projet qui était la naissance de la ville islamique, et d'une part, et d'autre part sur les formes de paysages d'irrigation dans les îles Baléares, une région qui est une région dans laquelle j'ai travaillé énormément. Donc, dans ces deux projets, c'était moi qui, avec l'analyse régressive des formes des paysages actuels, essayais de comprendre les aménagements de l'espace pour l'irrigation ou pour le drainage des eaux en excès. Et je m'occupais de comprendre ces espaces agraires. Et d'une manière un peu contradictoire aussi, c'était dans les projets sur la naissance de la ville islamique au Maroc, je m'occupais de comprendre les campagnes, parce qu'il ne peut pas avoir des villes sans campagne environnante et sans exploitation de l'environnement proche pour consommer et pour manger. Et donc, ces deux projets m'ont complètement bouleversé, ont changé complètement ma manière de penser, de réfléchir et de comprendre les sociétés du passé, parce que d'abord, j'ai compris que les sociétés du passé analysaient d'une manière presque scientifique, et on le verra, l'environnement qui entourait leur installation. En deuxième lieu, parce que ces sociétés transformaient profondément les milieux physiques en connaissance des causes, des conditions préalables. Et trois, parce que ces transformations ont laissé une empreinte dans la mémoire des paysages. Et je peux dire aujourd'hui que j'ai été moi aussi profondément transformé. Donc voilà, je passe très vite sur les raisons d'un titre et les raisons d'une conférence. Les raisons d'un titre, les eaux qui dorment pas, voilà. Il y a un proverbe kabyle qui dit que tout ce qui existe, tout, la totalité, tout dort, sauf la rancune et l'eau. Et donc, ça veut dire que, voilà, la rancune agit toujours, mais que l'eau ne dort jamais. Et donc, il y a un autre proverbe kabyle qui dit que quand le soleil se couche, tous les êtres humains se reposent, sauf moi et l'eau, dont l'errance est sans fin. Et donc, ça m'amène directement à les raisons d'une conférence. Je suis désolé, je vous montre on va dire un troubadour de ma terre, de Valencia en fait, de Xàtiva, qui
qui dit dans une chanson, il dit que dans mon pays, la pluie ne sait pas pleuvoir, soit il pleut peu, soit il pleut trop. S'il pleut peu, c'est la sécheresse, s'il pleut trop, c'est la catastrophe. Qui amènera la pluie à l'école? Qui lui dira comment pleuvoir? Dans mon pays, la pluie ne sait pas pleuvoir. Et on verra pourquoi tout ça. Donc, je passe très vite sur un petit rappel d'une définition d'un espace irrigué. Donc ici, je vous montre le plus petit exemple que j'ai jamais vu dans un système irrigué. Donc vous avez ici, sur cette image qui vient d'Albarracín. Albarracín, c'est un lieu de l'intérieur de l'est de l'Espagne qui est les Banu c'est une tribu berbère très importante qui s'est installée, ça a été une taïfa, etc. Mais bon, peu importe. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'un espace irrigué peut être défini simplement comme un système de répartition de l'eau depuis une source qui peut être naturelle ou artificielle, un puits, un cours d'eau, une source, une dérivation, à travers un réseau arborescent des canaux. Et donc ici, c'est un tout petit système. Donc vous voyez avec une noria qui remonte l'eau depuis un ruisseau. Et donc c'est à partir de cette noria qu'il y a un canal qui entoure un espace de terre, parce que c'est la grande contradiction. Là où il y a, dans les montagnes, là où il y a beaucoup d'eau, il y a peu de terre, et là où il y a moins d'eau, il y a plus de terre. Et donc il faut régler aussi ces problèmes. Et donc, il y a une dérivation d'eau, donc un canal qui entoure un petit espace de terre cultivable. Et puis, il y a des canaux secondaires. Et puis, de l'autre côté de ces murets, il y a un deuxième canal d'évacuation de l'eau. Et puis, dans une bonne logique de récupération de l'eau qui est excédentaire, normalement, ces canaux aboutissent à nouveau au ruisseau s'il y a un excédent de l'eau, et donc ça permet de retourner l'eau à sa source, on va dire. Et donc, ce système, c'est un système, voilà, c'est facile à comprendre. Donc, il y a toujours une pente avec la technique du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on peut faire mieux, hein, mais avec les techniques du Moyen-Âge, il faut réussir à que l'eau arrive jusqu'au dernier point d'un système avec une pente qui doit être inférieure à 0,4%, parce que trop de pentes, ça va trop vite, ça érode le terre, ça va abîmer l'espace, mais en même temps, si c'est un peu moins incliné, donc l'eau n'arrive pas. Et donc, Imalawam, qui est un agronome de l'époque arabe, il écrit qu'il faut une pente inférieure à 0,4% d'inclinaison. Et donc, normalement, un système qui connaît différentes bifurcations pour amener l'eau, et des petites vannes qui ouvrent et qui permettent d'irriguer partout, toujours. Donc ici, vous avez un exemple, j'ai fait cette photo aux années 90, et donc voilà, c'est un système qui est connu de tout le monde, mais justement, c'est là, il faut éviter normalement ces types de pentes ou des ruptures des niveaux, justement pour éviter que les systèmes s'abîment, et donc ça comporte un entretien assez régulier. Mais comme il faut amener l'eau avec une certaine pente, et puis il faut éviter trop de pentes, on utilise la géométrie pour construire les systèmes irrigués. Et donc, normalement, ici, vous voyez que dans un autre exemple, il y a un système avec des canaux, mais on fait une courbe justement pour réduire la vitesse. Ici,
en plan, j'ai exagéré un tout petit peu la chose, mais c'est justement pour éviter qu'il y ait trop de vitesse à la fin du système. Donc, voilà, vous voyez que ça génère un système un paysage qui est assez typique. Voilà, et donc je rappelle la pente. Donc, à cette époque, j'ai étudié les formes des paysages, et donc j'avais remarqué que le paysage construit en Espagne à l'époque d'Al-Andalus, au Moyen-Âge islamique, avait beaucoup de ressemblances avec des paysages, par exemple du Maroc. Et donc j'avais identifié pas mal de systèmes d'irrigation. Donc ici, vous avez un système beaucoup plus grand que celui d'Albarracín qu'on a vu récemment dans 2 diapositives. Donc les cours d'eau en fleuve, et puis une prise et un grand canal qui redistribue à l'intérieur. Donc normalement, vous avez la pente dans ces sens. Et normalement, et donc vous avez ici des toponymes qui ont une racine arabe ou berbère. Et donc vous voyez par exemple ici, c'est Al-Jimia, c'est ça. Et donc vous voyez que dans la logique de ces systèmes, il y a toujours l'habitat, les villages qui se situent en amont du canal principal, justement pour éviter d'une part s'installer sur la terre des cultures, sur les terres, pour ne pas se positionner sur la partie productive, d'une part, mais d'autre part, pour éviter des inondations. Donc, cette position, on le verra plus tard au Maroc, au Moyen-Âge, c'est exactement la même disposition. Et ça donne un paysage qui est tout à fait typé, on va dire, quand on est en moyenne montagne et avec des systèmes d'irrigation. Et l'autre problème, comme disaient Raymond, les chanteurs, l'autre problème, c'est toujours dans les plaines littorales. En Méditerranée, on ne trouve pas normalement, si en delta on peut le trouver, mais pas de ria ou d'estuaires. On trouve soit des deltas ou soit des cordons littorales. Pourquoi ça? Parce que normalement il y a le relief méditerranéen, parce que la Méditerranée c'est un bassin, et justement c'est un bassin parce qu'il est entouré, sauf en Égypte en fait, par des montagnes, et puis il y a une dépression. Et normalement, la pluie qui tombe dans le sommet des montagnes, donc ça provoque, voilà, dans un bassin versant, ça provoque d'eau, et ces cumuls d'eau, normalement, produit en même temps des cordons dunaires et des cordons qui empêchent la sortie de l'eau, et à un moment donné, il y a des marées. Ces marées sont des eaux et des sols très riches dans la logique des sociétés du passé, parce que ça donne déjà des ressources comme la pêche, ça donne les roseaux pour la construction ou les bois pour la construction, mais aussi ce sont d'excellents pâturages, parce qu'il y a une humidité presque constante, donc ce sont des classiques, des images typiques de ce type qu'on connaît très bien en Languedoc et en général dans toute la côte méditerranéenne. Voilà. Et je vous montre un exemple que j'aime bien parce que justement, chez moi, ça c'est Valencia, c'est la zone inondée récemment. Je vous montre un exemple dont on connaît très très bien même le prix, combien ça a coûté à la ville de Valencia. La ville de Valencia médiévale se trouve là.
le fleuve dans son ancien lit, le Turia, Guadalaviar, ici, et puis le canal qui a sauvé une partie qui a sauvé la ville, en fait, cette fois-ci. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. En fait, voilà, vous voyez ici une zone typique qui s'appelle aujourd'hui Albufera et qui est un toponyme arabe sans doute, et donc qui est réduite à la 10e partie de son extension dans l'Antiquité. Aujourd'hui, c'est à peine 24 km². Et pendant l'Antiquité, jusqu'au 19e siècle, grosso modo, c'était 223 km². Et donc, ça a été drainé. Et donc, on connaît très bien les drainages de ces secteurs. C'est la ville de Valencia qui a drainé cette partie, la partie plus proche de l'Albufera, en fait, plus proche de la ville, avec un système qui est un classique de drainage. Et je vous montre, voilà, normalement, on met un canal qui va être un exutoire qui va drainer les eaux excédentaires et qui produit un paysage avec qu'on appelle un épine de poison qui provoque la confluence vers ces canals pour évacuer les eaux, en l'occurrence vers le lac littoral qui est l'Albufera. Donc, ce qui est très bien, c'est qu'on connaît, c'est à la fin du XIVe siècle, on sait qu'ils ont travaillé pendant 3 ans 20-30 tonnes par jour, et on sait même que ça a coûté 78 000 sous à la ville de Valencia, et que voilà, on sait à peu près l'équivalent, c'est l'équivalent d'une tonne de blé à l'époque, donc ce qui aurait pu nourrir 420 familles. On pouvait acheter un cheptel de 15 000 moutons ou 56 000 kilos de laine ou le frais de 6 navires pendant 4 mois. Donc c'est un coût conséquent et en même temps c'est une intervention très forte sur le paysage qui a provoqué, bon voilà, la ville de Valencia a dit, bon voilà, à ceux qui s'installent dans ces secteurs et qui travaillent ces terres pendant une durée, je crois que 7 ans, ils ne payaient pas des impôts. Hein. C'était voilà, c'était la manière d'attirer une population, et donc on change une société qui a des ressources qu'on a, comme la pêche ou les pâturages, on change pour ce qu'on appelle la bonification, c'est-à-dire la mise en culture, et donc on privilégie d'autres types de cultures et des blés et des ressources. Voilà, juste un petit rappel pour les inondations, justement, pour vous montrer avec cette image de 2022 de la NASA et la prochaine qu'on verra les lendemains des inondations, le 29 octobre. Donc, dans une zone avec une population d'environ voilà, de presque 200 000, 155 000 habitants, donc avec une densité de population de presque 1000 habitants au kilomètre carré, ce qui est énorme. Et donc vous voyez ici l'infrastructure qui a été créée entre les années 60 et 70 pour dévier justement le lit du fleuve pour éviter une nouvelle inondation. Et donc, voilà. Hélas, ce n'est pas le cas pour d'autres secteurs. Donc, voilà, ici, les quantités de pluie dans la partie haute, donc, qui sont extraordinaires, parfois, c'est 2 fois, non, un peu moins de 2 fois, la quantité de pluie d'une année en quelques heures. Et donc, les lendemains de l'inondation, la quantité de la boue qui a provoqué voilà, jusqu'à 30 km au large de la côte. Voilà, je conclus avec ces rappels de ces secteurs. Et donc, je vous parle de Akka.
Akka au Maroc, qui a connu des inondations récemment aussi. C'est dans ces cas, j'étais dans ces projets de la naissance de la ville islamique. Et il y avait 3 villes, Nakour, Ahmat et Tandoult, qui ont été créées milieu du Xe siècle et qui a provoqué l'apparition de la ville médiévale islamique dans le nord de l'Afrique et plus précisément ici au Maroc. C'est une zone, c'est aujourd'hui du sud-est du Maroc et on savait qu'il y a des ruines d'une ville caravanière, la ville de Tandoult, et qu'aujourd'hui il y a un oasis dans un secteur, c'est ce qu'on appelle, c'est un foum, c'est-à-dire c'est un lieu où convergent les eaux, mais aussi, on le verra plus tard, c'est la raison stratégique de la position de cet oasis, d'une part, et d'autre part de la ville caravanière de Tandoult, parce que c'est une position qui permet de passer de l'Atlas vers le Sahara, vers le désert. Donc, ce qui était très intéressant dans ces projets est que, voilà, je m'occupais, comme j'ai dit, de comprendre les systèmes agricoles dès l'Antiquité, de la ville de Tandoult, mais j'ai pu observer les systèmes utilisés aujourd'hui. Les systèmes utilisés aujourd'hui, vous allez voir, voilà, c'est tout en système d'irrigation, mais je vous disais tout à l'heure, vous voyez que les villages se situent en contrepente pour éviter de s'installer sur les terres agricoles, d'une part, et d'autre part, pour éviter aussi les inondations. Hein. Et malgré les 60 mm d'eau annuelle, voilà, ce qui est rien, en fait, ça s'évapore avant de tomber presque. Donc, malgré ça, il y a des inondations, comme vous verrez plus tard. Et puis, les systèmes, c'est un système d'irrigation, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais un système dans un endroit tellement aride, il faut réduire, il faut presque faire de pot-au-fleurs, on va dire, de pots de plantes, on va dire, parce qu'on délimite même à l'intérieur de la parcelle. Il ne s'agit pas des parcelles, ce sont des espaces de culture pour éviter que l'eau s'épère et que s'évapore. Et donc voilà, ici vous avez quelqu'un qui était en train d'irriguer cet espace, juste 2 planches, hein, le nom technique c'est de planches de culture, et qui provoquait ce type de paysage, c'est-à-dire un paysage avec des canaux d'irrigation, comme celui-ci, voilà, c'est les mêmes personnages ici, et donc des planches de culture qui organisent la distribution de l'eau sur les cultures. Donc voilà, quand on arrive à la ville, la cité caravanière des Tandoult, donc on sait que c'est une ville qui est créée avant le Xe siècle et abandonnée au XVIe, XVIIe siècle comme alternative. Elle a été créée comme une alternative à la traversée du Sahara par Sijil Massa, qui est la grande ville par excellence qui est, on va dire, un port d'entrée et de sortie du désert pour aller en Afrique noire. On verra pourquoi. Et donc, à un moment donné, par des conflits ethniques, donc cette voie, elle est contrôlée par un pouvoir politique. Donc, la ville de Tandoult, elle est créée dans cette position.
Donc, on les verra pourquoi plus tard. Et vous avez ici l'aspect de la ville des ruines aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle Antel, une élévation qui est provoquée par la ruine elle-même, et avec de quelques parties conservées du rempart. Donc, ici, une plaine aride, absolument désertique, on va dire. J'étais les mois de novembre, il faisait 35 degrés. Et l'été de 95, je crois que le top, c'était 55 degrés. Voilà. Et donc, le mois de novembre de 98, c'était cet aspect. Bon, voilà, ici, on a en réalité la partie... la citadelle de la ville, puis la ville qui est dans cette contrepente, puis voilà la plaine, etc. Et voilà l'aspect qu'on connaissait. Cette ville, je disais, qui a été créée comme une alternative. Donc ici, Sigil Massa, c'est à partir de Sigil Massa qu'on traversait le désert vers l'Afrique noire. Et ensuite, ici, c'est Ouarzazate et Marrakech, Armat Marrakech. Et donc, voilà, ici, il y a un passage qui est ici. Ces passages permettent de traverser l'Anti-Atlas vers le désert. Et donc, c'est pour ça que c'est à cet endroit précis qui a été créé Tandoult. Et donc, vous verrez que la traversée du désert, à partir de Sigil Massa à Tandoult, il y avait 12 jours pour les caravanes. Entre Marrakech et Tandoult, 7 jours. 23 jours jusqu'à Ouadane. Et puis une quinzaine de jours jusqu'à Ouardagost. Donc, c'était à peu près un mois de traversée avec le dromadaire normalement. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Bon, c'était du trafic de commerce d'esclaves, de l'or, du noix de cola et du noix de cola qui est à l'origine de Coca-Cola, en fait. À l'origine, aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais voilà, le noix de cola, et puis l'or d'esclaves, de minerais, de cuivre, d'ivoire, etc., etc. Et donc, ce qui était très important de production de la partie nord, surtout, c'était le sel et les dattes. Donc, c'était un commerce régulier entre le nord de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est ça qui a provoqué l'apparition des vraies villes portes, on va dire, des traversées du désert. Donc, je disais à Magali que j'ai pensé que ce serait plus facile de préparer cette conférence, parce que c'est un vieux thème que je connais, mais bon, voilà. J'ai eu l'opportunité de consulter, voilà, histoire de vérifier des choses, et donc j'ai consulté une mission, la mission aujourd'hui, sur Google Earth, vous cherchez Akka Tandoult, et vous trouvez la mission, je vais vous présenter des images satellites qui sont d'une évidence extraordinaire pour nos affaires et comprendre les parcellaires de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Donc, par exemple, cette mission, je vous dirai la date tout à l'heure, mais cette mission qui permet de voir ces sanctuaires, qui est la seule chose qui reste debout, parce c'est un lieu de pèlerinage de Sidi Mohamed Ben Abdallah Inchanaoui, qui est ici et qui était précieux pour moi pour faire la cartographie, parce qu'avec les images aériennes, le GPS, c'était à une époque où ça ne marchait pas comme aujourd'hui. Donc, j'ai pu faire la cartographie de tout ça. Bon, ces petits morceaux d'enceinte de la citadelle, c'est ici. Et donc, vous voyez ici la citadelle avec des tours qui protègent, puis d'autres enceintes et l'extension de la ville. Donc, ça se voit assez clair.
Donc au nord de la ville, ça c'est la ville, et au nord de la ville, ces secteurs, vous pouvez voir ici une série de structures dont on n'avait pas vu à l'époque. Oui, on avait vu des structures, mais bon voilà, on ne comprenait pas. Mais bon, je suis tenté de dire que dans une cité caravanière, qui arrive énormément de caravanes, de dromadaires, il faut des espaces. Donc, je serais tenté aujourd'hui d'essayer de vérifier sur le terrain s'il s'agit d'un caravansérail. Ça pourrait être. Mais bon, voilà, ce sont des structures qui se voient d'une manière excellente. Mais comme à Valencia, récemment, il y a eu des inondations le 6 septembre, avec une pluviométrie normale de 64 mm par an. Donc en 48 heures, il y a eu 200 mm et 11 morts. C'est rien comparé avec le 200 et quelques 220 à peu près aujourd'hui à Valencia, mais quand même, c'est bon, ici c'est les desserts, ce sont des populations de 10 000 habitants maximum. Hein. Donc c'est énorme, mais ça a provoqué ces inondations juste en une soixantaine même pas, une trentaine de kilomètres de Tandult. Hein. Et c'est un classique. Il y a une archéologue, il y a le mari de Agatha Christie qui est mort dans les desserts comme ça, et il y a aussi, comment elle s'appelle la française, Astruc. Hein, qui est Myriam Astruc, qui est à Petra. C'est une situation de ce style qui a provoqué le décès de Myriam Astruc, une spécialiste du monde phénicien. Donc voilà, ce que j'avais à l'époque, c'était une image de ce style, rien à voir avec Goureler. Mais quand même, dans cette image de ce style et une carte au 100 millième, sur la carte au 100 millième, j'avais vu que les cartographes qui avaient créé la carte avaient dessiné en bleu quelques ravins. Et donc ces ravins correspondaient, grosso modo, parce que au 100 millième et avec cette image, on ne peut pas faire des comparaisons extraordinaires, mais bon voilà, j'avais repéré quand même ici c'est le ruine, qu'il y avait dans cette partie quelque chose qui rassemblait de canaux, évidemment, ou des ruisseaux. Et donc, j'ai essayé de vérifier, j'ai fait des prospections, toujours accompagné de guides locaux. Et donc, bon, voilà, ils m'ont montré, avec toute son splendeur, ces canaux d'irrigation conservés grâce aux concrétions calcaires. Hein, de l'eau calcaire plus des températures de ce style, ça provoque beaucoup de concrétions calcaires et donc ça a pétrifié en partie les canaux d'irrigation qui amenaient l'eau de la partie de la montagne jusqu'à la plaine près de Tandult. Et donc j'avais proposé, j'avais publié dans un dossier dirigé par Marali, j'avais publié ces hypothèses avec 4 canaux que j'avais vus différenciés, de ce qu'on appelle des têtes mortes, c'est-à-dire des canaux qui ne produisent pas des champs irrigués tout autour. C'est-à-dire que ce sont des canaux pour amener l'eau jusqu'à l'espace où il y a des champs. Et puis, j'avais identifié des canaux, avec l'image que vous avez vue, des canaux qui montraient, qui montraient une certaine régularité des champs. Donc, j'avais pensé que c'était un système de parcellaires coaxial en bande parallèle et allongée. Bon. Et donc, vous avez aujourd'hui, avec cette belle image satellite, vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, on peut voir les 4 canaux. Et donc, ici, vous avez la proximité de 1 et 3 dans ces secteurs à peu près. Donc, très vite, j'ai commencé à faire la prospection aux escargots, on va dire. Pourquoi je dis ça? Parce que les guides locaux, ils avaient
une mémoire de l'espace, et il me disait, ah oui, voilà, ça, ce sont des canaux. Bon, d'accord. Bon, ça a l'air d'être un canal avec une courbe ici. Et donc, du coup, ils m'ont montré aussi qu'il y avait des escargots aquatiques en plein désert. Et donc, voilà, vous avez ici, c'est un genre qui s'appelle mélanoïde. Ce sont des escargots typiques de canaux d'irrigation. Et donc, j'ai retrouvé dans le parcelle et dans le canot d'irrigation de l'oasis d'Aka. Donc, oui, effectivement, il y avait des escargots aquatiques sur la plaine. Et donc, en fait, je pouvais suivre le canal d'irrigation grâce à la présence des escargots dans des quantités, comme vous voyez, assez nombreuses. Et donc, ce qui était extraordinaire avec cette révision pour cette conférence a été la découverte de la mission de 2023, en fait, de mai 2023. Et donc, en forçant un peu le contraste de ces images et en éliminant la couleur, j'ai pu identifier sur la plaine de Tandoult qu'en fait, ce que j'avais vu, c'était vrai. Hein, avec ces images, vous voyez des canaux avec des équidistances assez claires et évidentes, avec des divisions internes des parcelles, et puis à l'intérieur de ces parcelles aussi, d'autres subdivisions, ici, vous voyez, qui rappellent énormément le système utilisé par les populations actuelles, les agriculteurs actuels. Et donc, voilà, c'est très agréable. Déjà, presque une trentaine d'années plus tard, de voir que toutes ces hypothèses se confirment et que, malgré quelques incertitudes quand même, ça se confirme que la méthode, à une époque, avec des outils bien moins bons, voilà, que ça marche assez bien. Dans ces paysages, il y avait aussi des vestiges entre les champs, dans les parcelles, il y avait des habitats. Donc ici, vous avez deux exemples que vous avez là. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, on ne les a pas prospectés, on n'a même pas fouillé. Et des vestiges aussi d'un paysage disparu, comme ici, vous voyez qu'il y a un canal, ici, c'est plus petit que ce qu'on a vu tout à l'heure, et en fait, ces deux pierres que vous voyez là, c'est deux meules d'un moulin, en fait, pour moudre le blé, le grain pour la farine, pour faire la farine. Et donc, voilà, c'était un paysage abandonné à un moment donné de son histoire et qui a laissé toutes ces traces. Donc, ici, à nouveau, les hypothèses des années 90, et donc, la rectification, grâce à ces missions, je réussis à faire un collage avec un grand système irrigué. On croyait qu'il y avait 4 canaux qui arrivaient et chacun distribuait l'eau d'une manière indépendante, mais en réalité, on voit qu'il y a 4 canaux qui arrivent. À un certain moment, il y a une redistribution de l'eau qui converge et puis qui est distribuée dans la plaine, donc ce qui contredit les hypothèses que nous avions à l'époque, mais bon, ça serait très bien de vérifier. Mais en réalité, on a, grâce à cette mission satellite, une information bien plus précieuse que ce qu'on avait. Donc voilà mon hypothèse avec les bandes que je croyais. Et donc ça se confirme quand même. Et puis quelques images qui montrent les systèmes de la ville de Tandoult. Vous voyez, même un canal qui arrive, ce qui est tout à fait normal et logique, un canal qui amène l'eau jusqu'à la ville elle-même.
avec quelques images que j'ai réussi à superposer. Et donc, comme je passais un mois, le mois de novembre, en fait, voilà, les guides locaux, ils me disaient, ah oui, voilà, mais ça, c'est un partiteur. Qu'est-ce que c'est un partiteur? C'est un redistributeur, voilà, un canal qui bifurque en deux. Et donc, j'ai trouvé une image sur Internet de ce qui pouvait être ça. Et donc, voilà, on a fait une vraie archéologie de ces systèmes et on a fouillé, on a commencé à fouiller. Ça se trouve, voilà, ici, sur cette étoile. Ils ont dit que c'était un partiteur. Bon, voilà, on a essayé de vérifier avec la fouille archéologique. Et puis, on verra plus tard. Et donc, on a fouillé, effectivement, c'est ça, c'est un partiteur. Hein, c'est un distributeur de deux canaux, c'est un canal qui bifurque en deux. Et donc, très bien, on a vu qu'il y avait différentes couches, différentes étapes de fonctionnement de ces partiteurs, de ces canaux, même des pierres, des dalles pour faciliter la circulation, etc., etc. Et puis, les fameux escargots sur la base du fonctionnement de quelques siècles de ces systèmes. Et puis, l'autre vérification a été d'essayer de comprendre des planches de culture. Hein, ceci dit, aujourd'hui, tout est clair. Hein, mais quand j'étais en train de faire tout ça, c'était pas si clair. Hein, il fallait essayer de trouver les arguments pour expliquer ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, hein, et que j'ai expliqué dans des articles avant. Mais voilà, j'ai pris un secteur assez grand, un carré, et donc dans ces carrés, j'ai pris des cotes, j'ai essayé de voir si ça fonctionnait, les pendages, l'extension. On a sectionné un petit canal quand même, on a vu qu'il y avait ces canaux. Ici, vous avez le canal qui a été fouillé, voilà. Et tous les planches de culture tout autour. Donc voilà, et avec, on a observé à une micro-échelle une partie de ces systèmes, parce qu'on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Hein. Et donc voilà, ici vous avez la bifurcation des lots et tous les systèmes, tous les planches de culture qui étaient très intéressante à comprendre. Hein. Donc, tout ça nous amène, on a bricolé pour faire une superposition. Donc, ici, vous avez l'aspect qu'il pouvait avoir, c'est l'oasis de la plaine de Tandoult, avec environ 250 hectares. Mais 250 hectares cultivés, mais qui ont disparu. Et comme vous pouvez voir, voilà, aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est le dessert. Et il reste toujours l'oasis d'Aka de 650 hectares. Donc, je conclurai avec l'exemple de Ses Faces d'Ibiza. Donc, c'est un paysage littoral. Donc, vous voyez ici une image des années 30. C'était des schémas entourés des canaux, normalement trempés et plein d'eau. Le mont Feixa, il y a un chercheur américain qui a fait une enquête ethnologique, mais qu'il est arrivé aux années 50 à Ibiza. Il a découvert quelque chose qui est presque un unicum. Vous verrez pourquoi. Et donc, il a décrit les systèmes, il l'a publié dans le Geographical Review en 1952, et très vite a été traduit à l'espagnol. Et bon, voilà, Foster, il a découvert ces feiches. Et donc, à l'époque, il pensait que c'était un mot arabe, mais non, ce n'est pas du tout un mot arabe, c'est fascia, c'est bande, bandage, bandelette, ruban, qui donne en occitan faixo, faissa, ou en catalan feixa ou feixes au pluriel. C'est un système qui
qui est représenté dans la cartographie historique de ces secteurs de la baie d'Ibiza. Bon, Ibiza, c'est une fondation phénicienne, 7e, 6e siècle, oui, avec une citadelle qui est d'Alvila, on dit aujourd'hui, et qui est très probablement la ville phénicienne était là, avec une grande nécropole phénicienne punique dans ces secteurs, et puis voilà, toute une plaine dont je vous expliquerai le fonctionnement. Voilà, c'est quoi ces systèmes d'irrigation? C'est un système d'irrigation par endosmose, c'est-à-dire on ferme la sortie à la mer et donc l'eau qui arrive trempe et irrigue pas par inondation, comme on a vu tout à l'heure, mais plutôt par trempe la terre, et donc ça donne des productions extraordinaires, hein, des productions maraîchères très, très productives. Et donc, comment ça marche? Donc, il y a des bandes, et à l'intérieur des petites bandes, et puis, voilà, ce sont des canaux que vous avez vus dans les images précédentes, et puis en mettre en dessous du niveau du sol une construction en pierre qui permet le drainage, parce que trop d'eau, c'est excessif, et donc ça permet de réguler la teneur d'eau de la terre. Et donc, ces systèmes qui étaient décrits par Foster, comme j'ai dit, c'est un système aujourd'hui dans une représentation actuelle, vous verrez mieux, hein, ce sont des champs avec toujours des petits ponts et des accès à la propriété, à la parcelle, donc avec le canal, et puis quand on ferme la sortie à la mer, voilà, ça trempe, et donc ici, dans cette partie, il y a on va dire de fiblas, ça s'appelle en catalan là-bas, mais ce sont de petits secteurs empierrés qui permettent de réguler l'eau. Donc j'ai eu la chance de vérifier qu'ils sont fouillés en 2013 dans un ancien cinéma dans la ville d'Ibiza, et donc là où on avait prédit qu'il y avait de ces systèmes, ils ont découvert qu'effectivement, dans ces cinémas, j'étais aux années 80, et donc voilà, vous voyez les systèmes qui permettent de drainer en même temps, et puis voilà, vous voyez cette pente, et puis voilà les conditions des fouilles avec une pompe qu'il faut en permanence faire sortir l'eau, parce que c'est de l'eau trempée en permanence, hein, et qui explique la productivité. Donc, quand j'ai commencé l'étude, voilà, j'ai abordé l'image aérienne, une des images les plus anciennes qu'on a de l'Espagne, c'était l'armée des États-Unis avec les accords. C'est pas les mêmes que pour l'Europe, mais il y a eu une partie pour l'Espagne en 56, et donc ils ont fait un vol général de l'Espagne. Et cette image des 56 montre le paysage le plus proche, le plus ancien, vu en photo. Et donc, quand je commençais ce travail, je remarquais qu'il y avait deux formes qui se répétaient. Donc, les formes des feichas des années 50, de 1956, voilà, vous voyez ici, et puis une autre forme tout à fait proche dans la partie postérieure, et puis encore une fois ici, le feichas, et puis une autre forme comparable dans la partie postérieure. Et donc, ça correspond, les chiffres, c'est tout à fait comparable ici, voilà. Vous voyez que 3 et 4, c'est 3 et 4, et donc, ici, on a les feichas en fonctionnement aux années 50, les feichas tels qu'elle l'a vu Foster, et puis la partie postérieure, encore une fois, c'est la même échelle, c'est presque la même orientation, et donc vous avez
un système qui est tout à fait parallèle. Donc j'avais, avec la photographie aérienne, j'avais imaginé qu'il y avait probablement deux phases ou deux secteurs qui faisaient partie de la même logique d'un même paysage. Avec la fortune que quelques années auparavant, il y avait une équipe de géoarchéologues allemandes, une équipe allemande qui avait formulé l'hypothèse, avec des carottages, etc., que la ligne de côte avant l'Antiquité était la ligne bleue que vous voyez là. Et donc, cette ligne bleue est justement l'espace de deux zones parallèles qu'on voit sur la carte. Maintenant, c'est beaucoup plus, c'est une carte de synthèse avec la simplification de la forme 1 et 2 et 3 et 4. D'accord? Et donc, ce qui permet de voir, d'une part, que ces deux phases que je croyais sur un paysage existaient auparavant, et que, d'autre part, et que ces deux phases étaient intégrées dans l'ancienne ligne de côte. Si on continue l'observation, vous voyez qu'il y a énormément de petites lignes fossiles dans ces champs, et donc ça correspond à ces lignes fossiles qu'on voit ici et là. Donc j'ai formulé l'hypothèse, j'ai dit, voilà, probablement dans ces deux espaces qui sont à sec, et qui étaient secs aux années 56, l'époque des images, il y avait des feuillages qui ont été complètement séchés, on va dire, qui étaient vraiment devenus terre ferme, et puis une deuxième partie, une deuxième phase de feuillage qui est le feuillage qu'on voyait jusqu'aux années 50. Et on a eu aussi, bon, pas la chance parce qu'on cherche, si on trouve, on cherche, mais on a eu la manière de vérifier que c'était vrai, c'est-à-dire avec ces deux images, 2 et 1, qui se trouvent dans la partie basse, on a trouvé, et dans la partie haute, on a trouvé en réalité l'ancien paysage des feuillages qui était fossilisé dans l'espace. C'est-à-dire ici, on a un petit pont et une entrée de feuillages, et ici, on a un petit pont qui a été complètement annulé par la construction. Donc, ça démontrait qu'il y avait une certaine véracité dans nos hypothèses formulées à partir des images aériennes, et que, en réalité, ces paysages, des feuillages qui avaient disparu, il existait vraiment sur le terrain. Donc ici, dans cette image, vous voyez, voilà, j'ai essayé avec ces deux images d'expliquer un système de drainage comme ceux que vous avez vu tout à l'heure, avec une confluence en épines de poissons et puis une évacuation d'eau. Mais à Ibiza, ce qu'on a observé, c'était justement cet autre système. En réalité, il y a des drainages qui vont dans les deux sens ici, parce qu'il y a de deux côtés. Ensuite, un drainage principal et un drainage secondaire, et puis des petits drainages secondaires qui arrivaient et qui facilitaient l'évacuation de l'eau. Moi, à l'époque, on avait fait des images, voilà, pas si belles que maintenant. Et à l'époque, j'avais essayé de comprendre avec cette image qu'il s'agit d'un bassin versant très petit, hein, rien à voir avec... c'est un petit bassin versant, c'est même pas une rivière, c'est juste un torrent. Hein. Et donc, ce qu'on avait repéré, c'est que c'est un espace entouré d'un relief modeste, 300-400 mètres sur le niveau de la mer. Et puis, on voit tout un système de torrents qu'on voit répéter et bien meilleur ici, avec les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, avec l'aide des géoarchéologues allemands,
On peut imaginer que la baie d'Ibiza, avant le Moyen-Âge, c'était une baie beaucoup plus profonde, avec sans terre, voilà, et qui produit avec le temps, probablement entre la tarde antiquité et le haut Moyen-Âge, qui produit un marais littoral. Et puis, ce marais littoral, il est drainé. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui ont drainé cet espace vers le Xe siècle, entre le 9e et 10e siècle? En fait, ils font que répéter la nature. C'est-à-dire, il y a des torrents qui viennent et ils prolongent les cours d'eau jusqu'à la mer et ils produisent des émissaires qui vont drainer et évacuer l'eau excédentaire et qui vient des montagnes en arrière. Et qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils répètent ça, voilà, vous voyez H, G, F, E, 2, et voilà, c'est le système naturel, mais il met dans l'espace intercalaire, on va dire, il met d'autres petits émissaires pour drainer davantage, parce que ce sont des terres qui vont être occupées, donc il faut évacuer beaucoup plus d'eau, et donc avec des systèmes de drainage principaux et secondaires. Et puis, tout ce système, en plus, il est irrigué d'une manière, on va dire, naturelle. Tout l'eau qui arrive, il suffit de fermer les vannes qui sortent l'eau vers la mer et que produit... voilà, et qui donne cette production maraîchère. Voilà, j'ai trouvé, en préparant la conférence, un article des géographes et qui ont identifié un problème. Voilà, normalement, il s'agit de 402 mm des pluies cumulées en moyenne. Le problème, c'est que la surface urbanisée est passée de 4 km² à une dizaine de kilomètres aujourd'hui, des kilomètres carrés aujourd'hui. Et donc, on a tous ces secteurs complètement construits. En plus, il y a des autoroutes. Donc, depuis le début du XXe siècle, il y a une vingtaine d'inondations. Pas très, très graves, mais une vingtaine d'inondations quand même. Hein. Et donc, il suffit, la dernière en date, c'est 77, qui est énorme, et qui, justement, c'est pas par hasard à cette époque-là, c'est le moment de l'explosion du tourisme, la construction, etc., etc. Et donc, c'est normal qu'il y ait, à partir de ce moment, beaucoup plus d'inondations. Donc, ils ont calculé qu'avec une moyenne de 64 mm en 24 heures, il y a déjà assez pour inonder certaines parties de la ville. Entre 30 et 80 mm en 24 heures, il y a des inondations importantes. Et Espratet, qui est ce secteur-là, le cinéma, et la route E20 ont été plus touchés. Espratet, c'est la petite prairie, on va dire, en catalan. Et donc, qu'est-ce qui se passe et où? Bon, voilà, ce sont les anciens systèmes qui sont complètement inondés, et on verra pourquoi maintenant. Donc, les zones les plus touchées, et puis voilà, vous voyez que c'est tout autour des voies rapides qu'il y a toujours des problèmes. Donc, je voulais conclure avec cette image. J'avais pensé de mettre des images. À un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être que, voilà, je ne vais pas dire je ne vais pas montrer l'hôtel, mais il y a un hôtel à cet endroit précis. C'est le Grand Hôtel et les casinos d'Ibiza. Donc, qui se trouve exactement là. Vous voyez où se trouve l'hôtel? Voilà, c'est l'embouchure du torrent, du ruisseau.
ruisseau quand il pleut pas. C'est juste l'embouchure. Et donc, voilà, une voiture, un pont, un béton, etc. Ça c'est le casino d'Ibiza. Et donc, ça m'a fait rire, mais bon, voilà, c'est grave hein, quand même. Mais ça m'a fait rire parce que dans la pub de l'hôtel, dit « l'esprit de la Méditerranée et d'Ibiza ». Ils n'ont rien compris de l'esprit de la Méditerranée et encore moins d'Ibiza dans ces secteurs. Parce que s'il n'y a jamais une inondation, voilà, vous voyez, ça sera les lieux privilégiés où il ne faudra pas mettre sa voiture. Hein. Donc, pour conclure, oui, tout dort sauf la rancune et l'eau. L'irrigation ou la bonification sont des choix et ce n'est pas une fatalité qui répond à des stratégies sociales et productives. Il y a des milieux arides dans lesquels il y a des solutions de production de pâturage, pur et simple. Donc, par exemple, l'effet, je ne vais pas parler, voilà, je dois arrêter, mais je n'ai rien dit, mais en fait, déplacer la ville d'Étandoult vers la plaine et amener l'eau une quinzaine de kilomètres avec 4 canaux d'irrigation, c'est un gaspillage, c'est extraordinaire. Et il n'y a pas que notre société qu'on fait des bêtises, hein. Il y a des sociétés du passé. Et donc, la seule chose qui explique la position d'Étandoult dans cet endroit, c'est la position géostratégique et le fait que tous les caravanes qui passent par un port payent un péage. Et donc, la quantité des revenus justifie le gaspillage de faire venir l'eau de 11 km avec des canaux d'irrigation. Mais une fois que le système s'arrête, qu'il n'y a plus de cité caravanière, c'est idiot. Et le normal, c'est que l'oasis soit près de la ressource en eau. Ça, c'est une chose. Et donc, c'est un choix. C'est pas la seule chose qu'on peut faire. Donc, ces choix comportent des transformations des paysages qui sont marqués dans la longue durée par des marqueurs culturels appréciables dans la morphologie agraire. On voit des images tout à fait comparables là où il y a voilà, les sociétés d'irrigation à Valencia ou au Maroc, peu importe, mais on a des marqueurs culturels qui permettent d'identifier. L'intervention humaine qui existe toujours peut être faite en intégrant la connaissance du milieu physique, le drainage d'Ibiza, en oubliant aussi la raison d'être d'un paysage, les infrastructures, la construction de la baie d'Ibiza, ou bien en surexploitant les milieux avec le problème d'épuisement de ressources des aquifères, les gaspillages, etc. L'eau peut s'endormir définitivement sans intervention humaine. Il y a un coût, il y a de l'énergie pour les systèmes de faissage, le système d'Étandoult. Il y a un coût, il y a une énergie à dépenser. Il faut aménager, il faut nettoyer, il faut construire les systèmes, il faut l'entretenir. Les champs de faissage, j'ai appris en relisant la bibliographie qu'il les faisait tous les 20 ans. Hein, il le refaisait tous les 20 ans pour qu'il marche, qu'il fonctionne. Donc, il y a un coût d'énergie et il peut disparaître, c'est le cas d'Étandoult, hein, mais elle peut se réveiller à tout moment. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ricardo. Je propose de passer tout de suite la parole à la salle de ce riche exposé méditerranéen des deux côtés de la Méditerranée. Ou alors j'inaugurerai la session. L'exemple d'Ibiza, il est très parlant parce que derrière, tu as fait la jonction jusqu'à l'actuel. Et donc, on voit bien effectivement comment l'oubli d'espaces aménagés pour d'autres usages
finit aussi par poser problème en contexte voilà, météorologique un peu extrême. Pour le cas de Valence, tu as moins insisté. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait revenir dessus pour expliquer en quoi ces bonifications particulières, celles que tu as évoquées au XIVe siècle, sont soit une contrainte, soit un atout. Enfin, comment elles ont, ou pas, d'ailleurs, joué aujourd'hui dans le présent, dans notre présent, si on revient sur cet exemple-là. On peut revenir. Voilà, ça... J'aurais aussi une question sur Tamdoult, mais après. Oui, oui, d'accord. Oui, voilà. En fait, un des problèmes détectés aujourd'hui, voilà, c'est vrai, il n'y a pas eu des inondations dans la ville, parce qu'en 1957, c'était des inondations comme celle d'il y a 12 jours. Il y a eu des inondations avec une quantité comparable de morts. Et donc, l'inondation a affecté ces secteurs. Aujourd'hui, c'est un succès. Tout ça, c'est un jardin urbain. Je faisais du vélo ici. Il y a une quinzaine de kilomètres entre l'embouchure. Donc, le problème est que c'est très difficile de se projeter dans le futur. Et donc, une apparente bonne idée qui était construire ces lits, c'était bien pour les inondations d'il y a peu, ça a été bien pour ces secteurs. Mais en même temps, attention, ça a été une barrière, d'une part. Donc, une zone le plus affectée, je crois que c'est là. C'est une barrière. Et d'autre part, on est dans une zone dont ce n'était pas prévu. C'est toi qui m'as appris que aux années 50, on croyait que la partie la plus développée, mais la plus grande partie, le 20% du PIB de Valence, c'est là. Donc, tout ça pour dire que, en fait, même avec tous les éléments des causes et des conséquences, les étonnants, les aboutissants, c'est très difficile à prévoir ce qu'on peut faire, parce que le problème, c'était justement, il a plu. Et... À droite, non. Oui, c'est bon. Et donc, justement, c'est ici, ça a débordé parce qu'en réalité, on n'a pas pris en compte que le canal bétonné, il accélère la vitesse de l'eau, du débit. Donc, un canal traditionnel avec des rosseaux, etc., ça réduit la vitesse de l'eau. Et donc, la force qui a fait qu'il y a 45 000 voitures complètement détruites, la force qu'il y avait, l'eau, la première chose qui m'est venue à la tête, c'est que, en fait, je jouais quand j'étais petit dans cette partie quand il était en construction, et en fait, c'est du béton. Et donc, on faisait une sorte de... Voilà, c'est une sorte d'esquis. On prenait un plastique dur, et bon, voilà, c'est une pente de 45, donc quand on arrivait, c'était énorme. Donc, non, je sais pas dire beaucoup plus, mais vous voyez, c'est les torrents qui a provoqué tous les désastres, en fait. Donc, c'est pas qu'ils ont agi mal, qu'on a en général, c'est la société. Mais c'est tellement difficile de prévoir tous les éléments. On a vu quelques exemples dont on connaît les passés et on connaît un peu plus la situation actuelle. Mais aux années 50, 60, 70, on ne pensait pas qu'il y avait un réchauffement climatique, qu'il y aurait une situation comparable. Et donc, voilà, c'est très difficile de prévoir les canaux des Tamdoult qui ont été interprétés par les cartographes de la carte au 100 millième.
comme des ruisseaux. Mais en fait, ce sont des ruisseaux aujourd'hui, ils fonctionnent comme des ruisseaux. Donc, je ne sais pas dire, je ne suis pas compétent pour dire beaucoup plus sur les conséquences, mais en tout cas, une population extraordinaire, et je ne rentre pas dans les erreurs de gestion de la catastrophe, je ne rentre pas parce que c'est encore pire, mais bon, mais tous les éléments... le fait que dans tous les lits soient complètement plans, pour moi, mais c'est juste une idée, une des situations plus catastrophiques, c'est juste là, donc ça a dû faire un écran. Mais bon, voilà, encore une fois, je ne sais pas, je ne suis pas compétent, mais ce qui est vrai, c'est que quand on est capable, et nous on est dans une bonne position pour le voir, quand on est dans une échelle dans des 400, 500 ans, 100 siècles, c'est énorme, et donc on a la capacité de savoir qu'il faut être très prudent quand même. Que les conséquences peuvent être plus lourdes que ce qu'on pense à court terme. Éventuellement des questions sur le cas de Valence ? J'ai une question sur Pamdoult. Donc là, on est sur un paysage fossile, puisque à un moment donné, probablement pour des raisons géostratégiques, j'imagine, on abandonne cette route-là commerciale. Parce que ça n'a plus de sens. Il n'y a plus de caravanes qui vont... ouais. Est-ce qu'on a de la documentation écrite pour connaître le fonctionnement socio-économique de la distribution de l'eau, de qui la gère? Non, pas là-bas. Pas là-bas, ouais, du tout. C'est la pure archéologie. Voilà, on sait qu'il y a une ville qui existe, on sait qu'à peu près elle est abandonnée au XVIe siècle, mais pas beaucoup plus. Hein. On n'avait même pas. On sait que la ville et le système d'irrigation est contemporain parce que les formes céramiques qu'on trouve dans la ville et dans le canal d'irrigation sont comparables, mais il n'y a pas comme pour l'époque romaine de connaissances de répertoire et de typologie parce que c'est pas étudié. Parce que sur d'autres dossiers où on a de la documentation, on voit à chaque fois aussi les problèmes de conflits autour de... Justement, tu parlais de ces répartiteurs, donc qui est positionné plus en amont et qui distribue... Ça, on les connaît très bien pour la ville de Valencia parce qu'il y a tous les documents à partir de l'époque chrétienne du XIIIe, XIVe siècle, et donc tous les conflits de l'utilisation de l'eau. Et oui, et normalement, il y a des manières de réguler les problèmes, c'est-à-dire il faut donner beaucoup plus de pouvoir à ceux qui sont en aval et qui ont moins d'eau. Si on donne un peu plus de pouvoir à ceux qui sont en aval que ceux qui sont en amont, on a une petite solution au problème. Oui. Mais voilà. Les tentations totalitaires de ceux qui sont en amont. De ceux qui ont l'eau. Voilà. Mais justement, le fait qu'il y a des problèmes en permanence, qui avaient étudié aussi un Américain aux années 70, Thomas Glick, le fait qu'il y ait des problèmes en permanence, c'est la preuve qu'on ne résout pas tous les problèmes, ça c'est clair. Et ces systèmes d'irrigation, donc là, médiévaux, est-ce qu'ils sont assez finalement proches de ce qu'on fait actuellement dans des oasis sur le plan technique, l'évolution Je crois pas. Non. Je crois que non. Je pense à... Non, surtout, maintenant, ça donne des formes plutôt circulaires avec de l'eau pivotante, voilà, des systèmes. Mais non, je crois que c'est pas très intéressant d'un point de vue énergétique. Et c'est un petit gaspillage hein, quand même. L'irrigation par inondation qu'on essaye aujourd'hui d'éviter avec les systèmes par goutte. Voilà. D'autres questions, éventuellement? Participer à la discussion? Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on voit des différentes traditions au niveau plus global méditerranéen ou européen, de différentes traditions d'irrigation, un système d'irrigation? Et du coup, est-ce qu'il y a un processus d'évolution technique qui est lié avec
j'aurais tendance à penser qu'on a développé ces formes à la démonétisation moyen-orient pour les aurait fait venir, mais est-ce qu'il n'y a pas différentes branches, différentes astuces, et qui sont aussi développées par rapport aux espaces environnants? Il y a différentes techniques de captation de l'eau. Donc, par exemple, on connaît depuis le néolithique les Foggara, les Kanates, ça dépend de Foggara, c'est dans le nord de l'Afrique, les Kanates, c'est les galeries drainantes qui captent l'eau dans la nappe et qui l'amènent vers la plaine. Donc, j'avais eu, dans ces mêmes projets de Tandoult, j'avais eu l'opportunité d'étudier celui d'Armat, et qui était un mélange de dérivation d'eau, de canaux, des systèmes de... mais je suis tenté de dire que les techniques sont presque les mêmes depuis le néolithique au Proche-Orient et l'âge du fer jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. À Madrid, par exemple, vous savez peut-être que Madrid, c'est pas une ville avec une longue tradition antique, c'est une ville qui était un village à l'époque islamique. Et donc, il y a un khanat d'époque islamique qui date de cette époque. Et donc, c'est ça, c'est une galerie drainante qui perce la nappe phréatique, et puis il y a des puits. Donc ça laisse dans les paysages, on voit très bien le puits. Bon, pas à Madrid. Mais en gros, les systèmes d'irrigation, oui, je suis tenté de dire qu'il n'y a pas énormément de variations entre les systèmes d'élévation de l'eau, des norias, c'est à peu près les mêmes, de manière assez invariable jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Une question, comment on peut dire qu'il y a un respect sur un site bon, il n'y a pas un calcul, en l'occurrence, mais dans les cas des Tandoult, avec des étés qui arrivent, bon, 50 c'était énorme, mais quand même 40 avec des canaux à ciel ouvert, avec une circulation de l'eau, c'est beaucoup mieux d'utiliser, de ne pas déplacer l'eau, parce qu'il y a une évapotranspiration extraordinaire. Donc c'est déjà un gaspillage. Donc, normalement, j'étais tenté, mais voilà, il fallait cadrer j'étais tenté de vous présenter le seul oasis qui existe en Europe, qui est aussi pas très loin de chez moi, c'est à Elche, c'est la Palmeraie d'Elche, c'est un oasis qui est, si on met celui d'Aka et en fait, moi-même, je l'ai fait... Ah non, c'est juste à l'envers. Pardon. Ici, voilà. Si on met celui d'Aka et celui d'Elche, avec la même orientation et à la même échelle, c'est exactement la même forme. C'est-à-dire, la Palmeraie d'Elche, qui est déclarée patrimoine de l'humanité, se situe proche de la source d'eau. Et donc, justement, le déplacement de quelques 4 kilomètres de la ville romaine d'Iliki à Madina Ilch, qui est la ville de fondation islamique au Xe siècle, les 4 kilomètres s'expliquent justement parce qu'il se met tout près de la source d'eau. Donc, faire circuler l'eau beaucoup de kilomètres, ça comporte une infrastructure qu'il faut construire, et ça comporte l'évapotranspiration, et donc voilà, c'est un gaspillage, c'est une mauvaise utilisation, voilà. Et puis multiplié par 4, et donc je ne vais pas entrer dans ces détails, mais multiplié par 4 avec 4 canaux qui arrivent jusqu'à la plaine. À l'époque, on l'avait expliqué, bon voilà. Pour fonder une ville, il faut se mettre d'accord plusieurs clans berbères, en l'occurrence,
pour construire une ville. Et donc, et en Espagne, à Valencia, on connaît très très bien, chaque canal a le nom d'un clan berbère. Fawara, Atta, Iraten, etc. Donc, il y a une division sociale de l'eau aussi. Et donc, chaque canal a une dénomination qui est clanique. Donc, pour se mettre d'accord, il fondait une ville, il faut un accord, un pacte entre différentes tribus pour travailler ensemble, on va dire. Et donc, à l'époque, on avait essayé d'interpréter, bon voilà, ils ont été tellement jaloux de contrôler la ressource d'eau qu'ils ont fait autant de canaux que des clans. Maintenant, avec la nouvelle interprétation, avec la nouvelle mission, bon, ça pourrait être vrai, mais bon, voilà, on a vu qu'il y a un seul canal qui redistribue. Mais bon, voilà, tout ça, il faudrait le vérifier avec de nouvelles fouilles. Je ne le ferai pas, ça c'est sûr. Mais je sais qu'il y a une mission américaine, je crois, qui travaille à Tandoult, mais je ne sais pas s'ils sont un peu dans cette logique. Mais après, le problème de ce type d'observation, c'est que il faut vérifier avec l'archéologie des terrains sur place. Donc, à l'époque, on avait pu faire ce qu'on avait pu faire et on avait fouillé là où on pouvait vérifier quelques aspects, mais maintenant, non. En tout cas, le temps démontre que la position de Tandoult, elle n'est pas très intelligente dans certains points de vue. C'est la distance à la prise d'eau dans un contexte aride qui fait qu'il voilà, y a une évapotranspiration qui est majeure. C'est pas normal. Parce qu'en plus, en système de canaux, il y a des fuites, il y a des cassures, il y a des inondations qui cassent le système. Donc, les temps démontrent, dans les cas des Tandoult, qu'il y a plus de sens d'avoir là où il n'y a pas de cité caravanière et qu'il faut être là où l'eau est proche. Mais ça dure néanmoins 6 siècles. Mais ça dure néanmoins 6 siècles grâce à l'or, les esclaves, le sel et les commerces. Est-ce qu'on peut d'ailleurs savoir si le débit de la source, donc, qui est plus près d'Aka que de Tandoult, n'a pas varié? C'est vraiment le même, ou s'il était plus important peut-être à l'époque? Il y aurait quelque chose à faire du point de vue de l'archéologie environnementale. Ouais. Oui, mais non, je ne sais pas. Peut-être une dernière question, oui, mademoiselle? Selon la zone d'Aka, la gestion des irrigations elle est faite par l'État. Est-ce qu'elle est faite par les agriculteurs? Qu'est-ce qu'ils financent? Est-ce qu'il y a une personne qui vient? C'est la question qui fâche. Non, parce que il y a eu un débat extraordinaire inauguré par, j'ai oublié les noms, mais ça va venir, qui expliquait qu'il ne peut pas avoir irrigation et grand système s'il n'y a pas l'État qui est derrière. Ce qui est vrai d'une certaine manière, mais ce n'est pas impossible, justement. Il peut y avoir, et je dis que j'ai travaillé avec Michel Barcelot. Michel Barcelot a inauguré le fait, avec Pierre Guichard, a inauguré le fait qu'il peut y avoir une organisation extraordinaire et collective sans l'État qui est derrière. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des groupes claniques qui s'organisent et qui travaillent ensemble pour mettre une ressource en collectif. Et en fait, les cas d'Ibiza, je ne vais pas entrer dans ces détails parce qu'il y avait d'autres choses qui intéressaient, mais à Ibiza, la démonstration était justement que c'est la ville d'Ibiza avec différents clans. Si on voit la répartition des différentes paroisses après la conquête chrétienne, en réalité, on se rend compte, et si on voit les toponymes claniques berbères
et arabes de la Saône, on voit très très bien qu'en fait, l'espace asséché et cultivé, à partir du Xe siècle, c'est un espace qui est partagé par la ville et différents clans berbères. Donc, il y a, par exemple, l'exemple de Tandoul, c'est clair, il y a une décision peut-être pas étatique, mais de type étatique. C'est une organisation, une coopération à grande échelle. Et donc, ça, c'est un cas énorme, parce que mettre en culture 300 hectares presque dans le désert, en plus, voilà, c'est quelque chose de... Et les systèmes, maintenant, on le voit. Jusqu'à il y a 2 mois, je ne les voyais pas. Mais maintenant, on le voit, c'est un système conséquent. Hein. Mais à Ibiza, par exemple, il y a un système de petites... de sociétés, de villageoises qui s'organisent avec la ville. Ceci dit, il y a très probablement la production qui a été vissée et ciblée pour faire cet assainissement, c'est la vigne. Et donc, ce n'est pas l'alcool, mais c'est les racins. Et donc, qui sont fameux dans la cuisine arabe, etc., etc. Mais il y a un produit et il y a un besoin de produire un peu plus que le juste nécessaire pour la subsistance. Parce que quand on fait un petit système, c'est ça en fait, voilà, j'étais très d'accord avec Michel Barceló qui défendait des communautés paysannes qui s'organisaient, etc., etc. Donc oui, c'est vrai, ça existe. On a cru toujours que c'était l'État qui était derrière les grandes infrastructures. Les paysans, ils peuvent s'organiser et faire de grandes infrastructures sans l'État. Ceci dit, ma collaboration avec Michel Barceló, avec Ibiza, justement, posait certains problèmes à Michel Barceló pour expliquer le poids de beaucoup d'hectares. Il y avait beaucoup d'hectares. Il y a 300 hectares. C'est quand même si c'est la ville plus le paysan, c'était beaucoup. Et donc, ça posait un petit problème épistémologique à un moment donné. Il y a un problème financier, c'est des coûts considérables, comme tu l'as dit, même à long terme d'entretenir. Parce que justement, l'école de Michel Barceló, ils ont détecté des systèmes de montagne avec un hectare, c'est pas une vingtaine, une trentaine de paysans, ils vivent et ils subsistent. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Un hectare, ça suffit pour un groupe petit. Donc, j'ai introduit, avec notre type d'analyse, j'ai introduit une variable qui n'était pas très appréciée à un moment donné. Voilà, je vais dire. Qui crée de l'inconfort scientifique. Voilà. On va dire ça comme ça. Ça posait des problèmes. Hein. Et à Ibiza, peut-être je me permets de poser la dernière question, mais je veux couper personne dans son élan, si quelqu'un souhaite vraiment poser sa question ensuite. Donc tu as montré des photos où on voit des vestiges dans les anciennes parties des Feixes, donc vraiment qui matérialisent ce système-là. Est-ce qu'il y a une conscience de cette histoire-là? Parce que l'article dont tu as parlé date des années 50, etc. Mais voilà, comment la ville, la municipalité met en valeur ou pas, comment ils s'approprient cette histoire? On a inauguré le goût pour bon, les Feixes existaient, c'était connu, Foster les avait décrits, les gens du coin, ils les connaissaient, bon, voilà, c'est normal. Mais en fait, on a créé, notre publication en 96 a provoqué un goût, et donc j'ai consulté ces derniers jours, et les images, les belles images des restitutions du système, je les ai prises dans un bouquin qu'ils ont fait allocation, voilà, ici. Voilà, ils ont fait cette étude, ils ont fait des études malacologiques, des faunes, des espèces végétales, etc. Mais il faut dire que nous avons inauguré l'analyse historique, parce qu'il y avait... on croyait que les Feixes, c'était la partie actuelle des Feixes. En fait, les Feixes d'époque islamique, c'était une partie qui avait disparu.
Et celles qui sont actuelles, oui. Est-ce qu'elles sont en usage depuis l'époque médiévale aussi, ou elles ont pris le relais des autres? Voilà, on ne peut pas savoir. Pas expliquer, non, si. Je ne vais pas expliquer bien voilà, la relation chronologique. Vite, mais en gros, c'est qu'on a proposé, jusqu'aujourd'hui, la bibliographie ne nous a pas démenti. En fait, ce qu'on a proposé, c'est qu'on a drainé tous les marais littoraux, d'accord? Et que 4 et 2 étaient des feuillages. Et tous ces secteurs 3 et 1, c'était de prairies. Et donc, et on sait, par la documentation du XIIIe, XIVe siècle, on sait qu'ils avaient un lopin de terre à cultiver et un lopin une petite partie de prairies. Sauf que cette partie drainée et asséchée, elle s'aridifie, on va dire, hein, et il arrive un moment qu'elle est sec. Et donc, à partir du XVIe, XVIIe siècle, avec la famine des terres, l'augmentation de la démographie, etc., ils font des feuillages ici. Et donc, au Moyen-Âge, on croit, à partir de différents indices, de différentes natures, on croit que ça, c'était des feuillages et ça, c'était des prairies, en fait. Oui, donc il y a une avancée des feuillages avec un assèchement des sols. Voilà. Et en fait, l'idée originale, vient du fait que la forme des 4 est similaire à celle de 3 et la forme de 2 est similaire à celle de 1. Et parce qu'on a trouvé les feuillages fossiles sur les photos aériennes et aussi fossilisés dans les paysages déjà drainés depuis très longtemps. C'est un beau cas de figure Ibiza, y compris ah oui, c'est beau. Oui. Une dernière question ou éventuellement on a fait le tour, on a dépassé notre heure, mais c'est parce que voilà, c'est passionnant. Les questions d'eau. Alors, une question de Samy Watteau. Je crois qu'on va s'arrêter là, mon loulou. Bien, eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous donne rendez-vous donc le 11 décembre. J'en profite pour passer l'info avant de l'oublier. Nous aurons finalement une conférence sur le Mexique. Donc là encore, on va voyager. Je vous invite à venir écouter un collègue d'Arscan qui s'appelle Antoine d'Horizon, qui viendra parler donc agriculture, paysage, environnement sur le Mexique avant la conquête et au moment de la conquête. Donc je remercie encore à Ricardo pour sa conférence et puis je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Bon, ben merci. Merci à toi. Merci. C'était super.